Bon début de semaine à tous et bienvenue à ce 12-13 sur la RTGAO. Donc voici les principaux titres. Les consultations entamées par le chef de l'État se poursuivent au Palais de la Nation. Ce lundi, Joseph Kabila recevra la société civile, l'opposition républicaine, une délégation du PPRD et le groupement des femmes. Un accident de circulation sur la route Matadi le week-end. Un bus provenant du Bas-Congo a percuté 3 véhicules. Bilan, plusieurs blessés et des pertes de marchandises. Cet accident vient révéler l'épineuses problématique de l'excès de vitesse des conducteurs en République démocratique du Congo. Et en religion, Messeigneurs Jean-Pierre Kwambamba et Donatien Bafouidi Soni sont désormais admis à l'épiscopat pour assister et accompagner Laurent Mosengo Passigna dans ses lourdes tâches en tant qu'archevêque métropolitain de Kinshasa. Ils ont été sacrés évêques hier dimanche au Palais du Peuple après leur nomination récente par le pape François. Merci de choisir la RTGAO pour vous informer. Au Palais de la Nation, les consultations initiées par le chef de l'État sont à leur deuxième semaine. L'agenda de Joseph Kabila prévoit ce lundi des entretiens avec une délégation de l'opposition républicaine qui sera conduite par Léon Kengo Wadondo. Des entretiens avec une délégation de la société civile, avec une délégation de regroupement des femmes et une délégation du PPRD que va conduire Henri Mova Sagani. Et le vendredi, le chef de l'État a rencontré plusieurs personnalités politiques, notamment les représentants de l'ADR, des forces du futur et le chef du parti travailliste. Suivez donc ce reportage d'Abdou Soko et Kadendiga rendu par Patrick Isson. À la présidence de la République, le chef de l'État Joseph Kabila poursuit les consultations avec les couches sociopolitiques en prélude du dialogue. Au 5e jour de ces consultations, le président de la République s'est entretenu avec une délégation de l'opposition dite nationaliste conduite par Steve Mbikaï. Pour cet homme politique, le parti travailliste va participer au dialogue s'il est différent des consultations nationales. Et j'ai fait comprendre au président, nous en tant qu'opposition nationaliste, on est prêt à négocier entre les Congolais. On n'aime pas l'ingérence de l'étranger dans nos affaires. Mais il y a quand même d'autres politiciens d'opposition qui, eux, ne sont pas de cet avis, qui voudraient bien voir l'implication de la communauté internationale dans ce que nous faisons. Nous lui avons dit ceci. Nous sommes contre qu'on nous aide par l'étranger pour les élections. Parce que quand ils nous aident, ils nous imposent les présidents, des ministres, et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et dans ces dialogues, nous voudrons qu'on voie, si l'État n'a pas assez de moyens pour les élections, qu'on puisse exploiter l'idée que nous avions donnée au niveau de la NCPS. Vous savez, j'avais proposé qu'on puisse créer un fonds populaire pour le financement des élections, où les Congolais pourront volontairement cotiser 1000 francs chaque jour pour les élections. Ainsi, donc 1000 francs chaque mois. Ainsi, dans 10 mois, 12 mois, nous aurons tout l'argent pour les élections. Après Steve Mbikaï, le chef de l'État a reçu la délégation de l'ADR conduite par François Mwamba qui soutient le dialogue afin que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Nous avons évoqué la question essentielle et cruciale du financement même du processus électoral. Nous avons là exprimé notre inquiétude parce que, comme vous le savez, le budget pour organiser les élections électorales est de 1,2 milliard. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore dit ce qu'il met sur la table de telle façon à ce que le gap puisse être éventuellement apporté par l'ADR est venu dans une posture républicaine. Et nous avons dit au chef de l'État que le dialogue inclusif était incontournable. La dernière délégation a été reçue le vendredi et celle conduite par l'ancien vice-président de la République, Arthur Zaïdi Ngoma. Ce dernier a indiqué que le pays a besoin de la paix. Il faut donc que les Congolais se parlent. Notre cartel, le cartel de l'opposition politique, signataire de l'accord de Sun City, est là pour vous dire que nous devons faire ce dialogue avant les élections. Pourquoi? Parce que nous devons nous entendre sur toutes les choses pour qu'il n'y ait pas une chose qui soit un motif de conflit. C'est important.
Les consultations se poursuivent et plusieurs autres opposants sont attendus, dont Justin Butakwira. Passons à autre chose, les discussions ont été houleuses et après multiples actions, un compromis a finalement été trouvé à l'Assemblée nationale. L'opposition, du moins les boycottistes, ont repris le chemin de l'hémicycle. À la base, une solution consensuelle trouvée par la commission mixte opposition-majorité au sujet de motions incidentielles qui bloquerait le contrôle parlementaire selon Sami Badibanga et ses pairs. Désormais, la motion de défiance ou de censure est impartiale, a décidé la commission mixte. La première victime de cette disposition pourrait être le ministre de Transport et Voies de Communication. Justin Kalumba est en effet visé par une motion de défiance. Partira ou partira pas. On en parle dans la deuxième partie de ce journal avec Jean-Pierre Kaimbe, journaliste au groupe de presse L'Avenir. La troïka stratégique de ce lundi a fait état des recommandations formulées par la délégation du Fonds monétaire international en vue de consolider la situation économique. Ceci pour permettre à la RDC d'accroître sa résilience pour faire face aux risques liés à la baisse des cours des principaux produits d'exportation. Suzy Kibirok-Marie. Oui, la troïka stratégique de ce jour a eu à passer en revue la situation économique au niveau international et au niveau national. Mais avant d'entrer dans les détails, le Premier ministre a fait un exposé sur la situation politique du pays. La situation est relativement calme sur toute l'étendue du pays. Du point de vue la situation économique au niveau international, il faut noter que les cours des principaux produits à l'exportation sont en baisse, qu'il s'agisse du cuivre, de l'or ou du pétrole. Il n'y a que le cobalt, le prix du cobalt qui reste stable. Et au niveau des finances publiques en interne, la situation est sous contrôle globalement. L'inflation est maîtrisée. En rythme annuel, il se situerait autour de 0,62%. Rendons-nous au Nord Kivu, le gouvernement central s'engage à améliorer le climat des affaires au Nord Kivu. Le ministre d'État en charge de la décentralisation, Salomon Banamouere, l'a déclaré à la clôture du deuxième forum économique de cette province. Occasion pour le gouverneur de province, Julien Paluku, d'indiquer que le Nord Kivu a tant réalisé 11 milliards et 500 millions de dollars américains pour 16 projets de développement à exécuter dans sa province dans les 10 prochaines années. Suivez cette correspondance de Marty Dacruz Olemba. Ces applaudissements et cris de joie témoignent l'engagement pris par les investisseurs pour relancer le secteur économique au Nord Kivu 4 jours après la suite aux travaux. L'émulation était grande du côté de Marie-Shema Tsibaeni. La ministre provinciale du plan et point focal du forum espère voir tous les partenaires tant locaux qu'étrangers s'engager dans la mise en œuvre de toutes les résolutions. Opérationnalisation de toutes les résolutions, oui. C'est le vœu exprimé également par le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu. Singoma Mwanza fonde son espoir sur la consolidation de la paix et la relance économique au Nord Kivu. Les délégués du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, comme celui de la communauté économique des pays des Grands Lacs CPGL, ont tous appelé les enfants du Nord Kivu à se liguer comme un seul homme pour booster l'économie de la province. Marcelin Chichamborouoya, gouverneur du Sud Kivu, soucieux d'une relance économique effective au Nord Kivu, plaide pour une sensibilisation au désarmement de tous les groupes armés. Pour son collègue du Nord Kivu à l'honneur, Julien Palou Kaongi a appelé à la mobilisation d'efforts, car c'est une nouvelle page des rêves qui est ouverte. Soulignant que la grande messe économique du Nord Kivu s'est clôturée par un repas d'ensemble au cours d'une randonnée sur le lac Kivu, à bord du mini Pakebo Emmanuel III. Marty Dacruz Olemba, Goma, RTGA. Quelques informations, bref, mais en images. Un accident de circulation s'est produit le week-end sur l'arrêt Liboulou en face du camp Badiadingui dans la commune de Selembao. Un bus en provenance de Loufou a terminé sa course en percutant 3 véhicules réduits en caracas sur la voie principale sans aucune mesure de sécurité routière et de contrôle technique. L'excès de vitesse à sa descente a subi. Le conducteur du bus a une manœuvre qui a transformé les parcours des pauvres marchands
marchands à bord ont eu un véritable malheur, des blessures graves et d'énormes pertes de marchandises. Aucune perte en vies humaines n'a été jusque-là signalée. Ce comportement dénoncé des conducteurs usagers de la route de Matadi en provenance de Louf doit retenir l'attention des officiels de la police de circulation routière. Et vous l'avez certainement suivi hier, 2 évêques ont été admis le dimanche à l'épiscopat pour assister et accompagner le cardinal Laurent Mosengo, passé dans ce lourde tâche en tant qu'archevêque métropolitain de Kinshasa après leur nomination par le pape François. Messeigneurs Jean-Pierre Kwambamba et Donatien Bafouidine Soni ont été sacrés évêques dimanche au palais du peuple. Les 2 messeigneurs Jean-Pierre Kwambamba et Donatien Bafouidine Soni ont reçu mission d'annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. Les fidèles de l'église catholique de Kinshasa sont tous retrouvés au palais du peuple pour ce culte unique. Il faut rappeler que cette cérémonie a coïncidé avec le 35 ans d'épiscopat du cardinal Laurent Mosengo, ordonné évêque par Jean-Paul II au même endroit. Et puis parlons du CESAC, réunis en session extraordinaire. Les membres de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont examiné jeudi le projet de recommandation relative à la campagne électorale précoce des candidats députés provinciaux dans certains médias de la RDC. Pour mettre fin à cet abus, le CESAC recommande donc aux directeurs de programmes de veiller sur le contenu de leurs différents programmes à ne pas insérer la campagne électorale au risque d'être frappé par la loi de la République. Les propos du rapporteur du CESAC ont été recueillis par Vicky Moukeba et Trésor Ndoya. Le centre de monitoring des médias congolais a effectivement observé ces derniers temps une propension à la campagne électorale précoce des candidats députés provinciaux. Et pour mettre un terme à cela, car la campagne électorale n'a pas encore commencé, dans la mesure où c'est le calendrier de la Commission nationale électorale indépendante qui lance la campagne électorale et que la directive relative à la campagne électorale à travers les médias du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication fixe également l'ouverture de campagne électorale par rapport à ce calendrier. Et donc le Conseil a constaté cette propension pour mettre un terme à cet abus organisé par les professionnels des médias, mais également par les acteurs politiques et sociaux. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé d'adresser une recommandation aux médias, mais également aux acteurs politiques pour observer strictement le début de la campagne électorale qui sera lancée par la Commission nationale électorale indépendante et qui sera organisée à travers les médias par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc le Conseil recommande aux médias, aux directeurs des programmes de veiller à ce que dans les différents programmes qui sont proposés aux téléspectateurs, de ne pas insérer des campagnes électorales sous peine d'être sanctionnées conformément à la loi. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a également examiné un projet soumis par la commission socio-économique du Conseil relative au nouveau paysage médiatique qui se dessine dans notre pays avec le lancement du processus du basculement de l'analogie à la TNT. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a examiné ce projet, mais a décidé de mettre ensemble la commission technique avec la commission socio-économique pour présenter un projet qui sera prochainement examiné par les membres de l'Assemblée plénière. La République démocratique du Congo en général et la ville de Kisangani en particulier ont commémoré le samedi 6 juin le 15e anniversaire de la guerre dite de 6 jours au cours de laquelle les forces de défense rwandaises et les forces armées ougandaises se sont affrontées en pleine ville de Kisangani en l'an 2000 alors que les deux armées soutenaient les rébellions en RDC. 15 années plus tard, les victimes de cette guerre qualifiée de crime contre l'humanité et crime de guerre continuent à réclamer justice pour leur indemnisation.
population au regard de l'ampleur des dégâts humains et matériels que ces affrontements ont causés, signalant que la guerre de 6 jours à Kisangani a causé plus de 1000 morts et au moins 500 blessés et plus de 800 bâtiments détruits. Rappelons également que la Cour internationale de justice a reconnu que l'Ouganda a violé le territoire congolais et lui a demandé la réparation des préjudices commis. Cependant, les négociations entre Kinshasa et Kampala destinées à trouver les modalités de cette réparation n'ont jamais abouti avant après. Les experts congolais en matière d'Ebola ayant été largués à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone se sont distingués par le travail abattu lors de cette épidémie déclarée en Afrique de l'Ouest. Après 6 mois, ils sont rentrés au pays et accueillis jeudi par le ministre de la Santé à l'aéroport de Njili. Clarisse Kokokapalai et Baudrimata étaient présentes. Ils sont au total 87 Congolais en matière de lutte contre Ebola ayant été largués sur terrain à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Après 6 mois de travail, c'est jeudi à 14h25 heure locale, ils sont rentrés au pays par l'aéroport international d'Njili. Accueillis d'abord par les agents du service d'hygiène, puis par le ministre de la Santé Félix Kabange-Numbi, qui a estimé que c'était un grand moment pour la RDC qui vient de prouver à la face du monde de quoi elle est capable. Je dois dire sincèrement que je suis ému, et même très ému, de voir les héros congolais que nous avons envoyés à la guerre. Parce qu'Ebola était plus que la guerre que nous connaissons habituellement, c'est une guerre biologique. Nous les avons envoyés au front, ils sont revenus sains et saufs. Ému, parce que la Bible déclare elle-même que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'honneur aujourd'hui ne m'appartient pas. L'honneur appartient à un homme qui a eu une vision et qui a pris une lourde décision du haut de la tribune des Nations Unies. J'ai cité le président Joseph Kabila Kabange qui en septembre 2014 a dit à la tribune des Nations Unies qu'il va mettre sur pied un centre de formation pluridisciplinaire à Kinshasa pour protéger son pays, mais également pour aider les pays en difficulté en Afrique de l'Ouest. Le chef de la délégation s'est dit satisfait de cette mission qui a produit des résultats positifs. L'apport des ressources humaines est la plus importante. La RDC a participé à une ressources humaines en experts et ces experts ont été dans 16 préfectures sur 23. Ces experts RD congolais en matière de lutte contre Ebola rentrent sains et saufs, mais les patrons de la santé publique estiment que leur température doit être prélevée régulièrement pendant 21 jours. Dans le secteur de la télécommunication, les ateliers sur l'innovation dans le domaine de télécommunications sont clôturés le week-end à Kinshasa, organisé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de télécommunications et de la société de l'information le 3 juin. Les assises ont mis ensemble des experts et des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de la poste et des antiques. Je vous prie de suivre ce qu'a été l'ouverture de ces assises avec Martin Kaimbe et Yannick Milam. L'hôtel de la Poste a servi de cadre à la célébration en RDC de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, célébrée le 17 mai de chaque année par l'Union internationale des télécommunications. Pour cette année, la journée a été placée sous les thèmes « Technique de l'information et de la communication, moteur de l'innovation ». Présent à la cérémonie, le vice-premier ministre et ministre des PTNTIC a émis le vœu de voir les infrastructures de la Poste adaptées aux normes internationales du numérique. Thomas Loaka a par la suite salué les efforts de l'actuel comité de gestion de la Poste. Je profite de l'occasion pour féliciter la nouvelle équipe dirigeante pour toutes les initiatives novatrices entreprises pour sortir la SCPT de son long coma. La célébration de la Journée mondiale des télécommunications s'inscrit cette année, selon l'Union internationale des télécommunications, sous le thème général l'éthique moteur de l'innovation. En effet, les télécommunications constituent en ce 21e siècle un maillon essentiel pour la croissance et le développement économique, social et culturel de tout pays. Fort de cette prise de conscience, le gouvernement de la République entend donner une impulsion nouvelle
pour booster les marchés et contribuer de manière substantielle au développement du pays par la mise en place du nouveau cadre légal, mais aussi par la construction des infrastructures haut débit et backbone national à fibre optique. Le chemin à parcourir est certes encore long, car il faut construire 50 000 km de fibres optiques pour le réseau national de transmission et l'implémenter dans les villes et campagnes du pays, afin de réduire la fracture numérique. La cérémonie s'est clôturée par une visite des stands des différents opérateurs des télécommunications qui ont exposé leurs produits. Et dans le reste de l'actualité, les travaux de construction des immeubles Royal touchent donc à leur fin. Matata Ponyo Mapon a effectué une descente sur place où il a apprécié la qualité des meubles commandés par le gouvernement destinés au bureau des ministres, vice-ministres et autres locaux. Et justement, dans quelques jours, le gouvernement congolais va entrer en possession de cet immeuble. Comme sollicité par le Premier ministre, les travaux s'effectuent de manière accélérée afin de doter les institutions de la RDC d'un bâtiment répondant aux standards internationaux. Le coût des travaux est estimé à 35 millions de dollars américains. C'est un reportage signé Suzy Kibira Omari. Villa Kabangé, le gouvernement congolais a décidé de doter les institutions du pays d'un immeuble digne de ce nom. D'un terrain vide et spolié est érigé à la place royale ce bâtiment de 12 niveaux et 8 étages. Le maître d'ouvrage, suivant les recommandations du Premier ministre Matata Ponyo, accélère les travaux pour que d'ici là, l'État prenne possession de son bâtiment. 95% des travaux sont déjà réalisés et les meubles ont été réceptionnés en provenance d'Italie et d'Afrique du Sud. Le premier lot d'une cargaison estimée à 11 tonnes sur commande passée par l'entrepreneur sud-africain est disponible pour meubler les bureaux des ministres et vice-ministres. Pour un coût global avoisinant 4 millions de dollars américains, ces meubles de qualité attestés par le directeur technique du BSECO répondent aux normes exigées par le gouvernement. Cet immeuble a plus ou moins 3000 mètres carrés de bureaux par niveau et d'une mezzanine au centre de conférence. Un rez-de-chaussée, zone d'accueil avec un sous-sol qui est une zone technique. Cet immeuble est doté d'un système de climatisation mixte à sa partie centrale destinée à l'espace public et à la zone d'accueil. Le maître d'ouvrage a également prévu un système de désenfumage pour la sécurité du bâtiment, sans oublier le système anti-incendie et le système de détection de fumée. Les ascenseurs élémentés des charges sont déjà posés. Un réseau au système data est installé pour un fonctionnement moderne des utilisateurs. Le mur est fait de marbre et le carrelage pour ça grâce à une main-d'œuvre Congo-Chine. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales en construction et la plantation de la pelouse et d'un parking en cours. Pour un coût global de 35 millions de dollars sur fonds propres, le gouvernement congolais tient à améliorer les conditions de travail dans l'administration publique. Révolution de la modernité exige. Et en sport, le club de Kinshasa a été éliminé de la Coupe de la Confédération, bien qu'ayant battu le dimanche le Stade malien de Bamako sur le score de 3-2 à l'aller à Bamako. Les Dauphins Noirs avaient perdu par 2-0. Le club a été trahi surtout par sa défense qui a montré beaucoup de faiblesse. Par contre, l'attaque s'est débrouillée, même en ayant manqué beaucoup d'occasions, dont 3 tirs qui ont heurté le montant. Suivez l'extrait du match proposé par Moussa Chivala. C'est plutôt un coup franc. Hervé Louvumbu. Non. La défense qui s'interpose. Et généralement, Dailan Pierre. Mais c'est pas lui, c'est Kone Oumar. Il est là. Barreuse 3. Encore lui. Pour qui cette fois-là? Et c'est le deuxième but. Cette fois-là par Ridi Makwekwe qui égalise. Ridi Makwekwe de la tête. Vu que c'est une course contre la montre, il faudrait qu'il y ait de la rigueur dans tout ce que l'on fait. Les passes et puis la poursuite, continuer, avancer vers le bois de l'adversaire. Mais malheureusement, il y a un jeu fantaisiste que produit les joueurs de l'ASV Club. On dirait qu'ils ne comprennent pas qu'on joue contre le temps. Le penalty, Dayo, duel, Dayo, il marque le 3e but. À la 79e minute,
des clubs est éliminé de la Coupe de la Confédération. Ce sont des choses qui arrivent. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité car c'est la fin de la première partie de ce 12-13. Les consultations entamées par le chef de l'État se poursuivent au Palais de la Nation. Ce lundi, Joseph Kabila recevra la société civile, la délégation de l'opposition républicaine, une délégation du PPRD et le groupement des femmes. Un accident de circulation sur la route de Matadi le week-end. Un bus provenant du Bas-Congo a percuté 3 véhicules. Bilan, plusieurs blessés et des pertes de marchandises. Cet accident vient réveiller l'épineuse problématique de l'excès de vitesse des conducteurs en République démocratique du Congo. Et en religion, messieurs Jean-Pierre Kwambamba et Donatien Bafili-Soni sont désormais admis à l'épiscopat pour assister et accompagner Laurent Monsengo Passigna dans ses lourdes tâches en tant qu'archevêque métropolitain de Kinshasa. Ils ont donc été sacrés évêques le dimanche au Palais du Peuple après leur nomination récente par le pape François. Mesdames, Messieurs, restez avec nous car dans cette deuxième partie, Jean-Pierre Kayembe sera avec nous pour parler de la reprise de l'opposition dans les plénières et aussi la Coupe de la Confédération avec Ben Ngoy. Restez avec nous.